Dans le cadre de notre série de vidéos sur le transhumanisme, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir pour le Padre Blog François-Régis de Guéniveau, qui a écrit un beau roman qui s'appelle Un dissident. Bonjour François-Régis. Bonjour. Et vous venez nous parler de ce roman qui parle du transhumanisme, de ce défi de cette humanité qui veut se reconstruire ou se construire aux dépens de ce qu'elle est par la nature. Et alors c'est étonnant parce que vous êtes vous-même conseiller dans le management et puis vous avez travaillé chez Alibaba, donc dans l'univers un peu des GAFA version chinoise. Est-ce que c'est ce contact avec cette entreprise qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? J'ai toujours eu envie d'écrire depuis tout petit. Le transhumanisme est né assez rapidement parce que je crois que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que travailler chez Alibaba, qui est un des, disons, des porte-drapeaux de la culture de l'intelligence artificielle et notamment du transhumanisme, a pu effectivement contribuer à l'inspiration de ce livre. D'accord. Alors donc vous parlez du transhumanisme comme une problématique complexe que vous avez donc rencontrée plus ou moins dans l'entreprise. Comment vous qualifieriez, vous, ce que vous voyez du transhumanisme et ce que vous voulez en dire ? Alors, ce que je veux en dire, c'est j'ai fait ce roman parce que je crois que le propre du roman, c'est justement de n'imposer aucune certitude. Ce que je vois autour du transhumanisme, c'est que c'est un mouvement très puissant qui s'organise depuis plusieurs années et qui s'organise sans solliciter notre avis. Et c'est peut-être ça la première inquiétude qui me choque, c'est de me dire qu'il y a une économie en construction, une révolution qui vient, qui va tout bouleverser et que nous n'avons pas été sollicités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et encore une fois, je n'apporte pas de réponse, mais ce sont plus des questionnements autour du transhumanisme. Ce sont des réflexions autour de la réincarnation et l'incarnation. Est-ce que le transhumanisme, par sa passion des technologies, ne nous coupe pas, d'une certaine manière, de la réalité? Et puis, évidemment, une critique qu'on entend souvent autour du transhumanisme, c'est le souci de l'autre. Est-ce que le transhumanisme n'est pas organisé, centré autour de l'individu, et est-ce qu'il ne lui faudrait pas, au contraire, une philosophie de l'altérité, du souci de l'autre, peut-être de la solidarité? Donc l'incarnation, l'idée de l'altruisme, et c'est ce que vous incarnez dans ce roman qui raconte donc l'histoire d'un homme génial, extrêmement intelligent, qui dès son enfance est repéré comme étant un haut potentiel et qui va cheminer toute sa vie, être embauché dans une entreprise fictive qui s'appelle Transca et qui va être là au cœur de la recherche et au cœur de la volonté transhumaniste de développer l'homme et de le dépasser et qui finalement, dans son cheminement personnel, va découvrir peu à peu la nécessité de ne pas se laisser embarquer dans quelque chose malgré lui en fait. Exactement. Ne pas se laisser embarquer. Et d'ailleurs, j'ai essayé de construire ce roman comme un voyage, en fait. Il est embarqué dans une aventure qu'il dépasse un petit peu au début. Il y a une sorte de destin qui lui est fixé par avance. Et Christian, ce jeune homme génial, ce prodige scientifique, va apprendre progressivement à choisir son propre destin et à choisir la réponse qu'il va apporter à ce monde technologique qu'il est en train de construire. Et alors, cette réponse qu'il va donner justement à ce destin qui est en train de se faire un peu contre lui, un peu malgré lui, finalement, il va la découvrir non pas avec un raisonnement philosophique ou un raisonnement religieux d'abord, mais ça va être le rapport à l'incarnation, justement le rapport au concret qui lui est apporté par cet ami, Martin, qui l'accompagne depuis son enfance. Et il voit cet ami qui se déploie dans sa vie humaine très naturelle, un peu simple, mais qui finalement est heureux. Et c'est en découvrant qu'il lui manque des choses que finalement il découvre que ça n'est pas que dans la technologie qu'il va pouvoir trouver des réponses. Est-ce que vous pensez que réellement aujourd'hui, des entreprises essayent de nous éteindre et de nous faire croire qu'on pourrait être heureux grâce à la technologie? Est-ce que vous croyez que c'est une réelle volonté consciente ou est-ce que vous croyez que c'est une marche peut-être un peu moins consciente que cela mais qui se fait réellement? Je crois qu'il y a quand même une économie qui s'organise et qui est parfaitement consciente. Et c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est une idéologie qui a une volonté de maîtrise sur le monde et d'influence sur le monde. Et cette idéologie, elle prône l'augmentation des capacités de l'homme par les technologies, par les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences du cerveau. Il y a une volonté affichée. En revanche, je ne suis pas sûr et je ne suis pas certain que les grands patrons de la Silicon Valley soient tous dans le même courant. Il y a au contraire plutôt, à mon avis, d'abord des intérêts économiques
qui leur permettent de développer cette idéologie. Et alors justement, les intérêts économiques, ils sont en contradiction immédiate avec l'humanisme qui est prôné par le transhumanisme, puisque le transhumanisme se présente souvent comme une volonté très égalitaire. C'était là qu'est né le mot d'ailleurs. Le transhumanisme, le frère d'Aldous Huxley, quand il invente ce mot, prétend que par l'eugénisme, on va pouvoir donner une égalité à la naissance pour tous et on va pouvoir égaliser chacun dans les réformes technologiques qu'on va pouvoir apporter au corps défaillant. Et donc l'idée que tout le monde va pouvoir être égal et tout le monde va pouvoir vaincre la mort, comme dit Laurent Alexandre, et tant d'autres. Et du coup, est-ce que vous pensez que cette idée égalitaire est réaliste ou est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une erreur? Parce que vous parlez de la nécessité de l'altruisme. Alors, est-ce que le transhumanisme ne serait pas un altruisme, justement? Je ne suis pas certain qu'on aille vers une plus grande égalité. En tout cas, à court terme, je suis convaincu que les nouvelles technologies seront accessibles par, évidemment, la société aisée. Il y aura une certaine élite, il y aura la production d'une société élitiste qui aura accès à peut-être plus de longévité, peut-être plus de performances physiques ou intellectuelles, à court terme. À long terme, il est certain que c'est économiquement intéressant de proposer tous ces produits à l'ensemble de la population. Donc il y a, à mon avis, quand même une volonté disons, de noyer le marché avec tous ces produits. Et alors, noyer le marché, permettre à certains d'abord d'obtenir des privilèges, finalement des privilèges physiques, des privilèges de santé, et qui permettrait peut-être à d'autres plus tard d'en bénéficier aussi, de la même manière que les hautes technologies, par exemple employées dans l'armée, sont après petit à petit déployées dans des technologies plus habituelles pour vous et moi. Et donc du coup, on pourrait considérer qu'en vertu de la démocratisation des technologies, le transhumanisme proposerait des choses qui seraient bonnes pour l'humanité. Pourquoi considérer que le transhumanisme est dangereux ? Pourquoi considérer que c'est une industrie toute puissante et une espèce de pieuvre qui nous écraserait ? Vous avez développé cette idée d'une entreprise qui s'appelle Transca, donc une entreprise qui essaye d'obtenir des fonds, qui essaye d'obtenir du pouvoir pour bâtir une humanité différente. Où est-ce que vous voyez le risque totalitaire là-dedans? Où est-ce que vous voyez le danger? J'ai peur, en voyant cette idéologie du transhumanisme, que la technologie prenne peu à peu le pas sur l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité soit réductible à tout ce qui est quantifiable, mesurable, pesable, etc. Tout ce qui peut être outillé et résumé par la technologie. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus que ça, justement? Alors justement, dans votre roman, il y a toute cette part artistique qui est très belle, avec le Sacre du printemps de Stravinsky, qu'on voit tout au long du roman comme une espèce de musique de fond, et puis certains passages où on voit Bach avec les variations de Goldberg, et puis il y a cette place de la nature aussi, même au sein de vos descriptions, où on voit cette importance de la beauté de la nature, et pour l'homme, le rapport aussi à la poésie et à la philosophie, évidemment. Est-ce que vous pensez que la culture peut être une manière de lutter contre une technologisation de l'homme? Pour moi, c'est certain, et l'apprentissage de la culture, d'ailleurs, nous prouve que l'homme ne se réduit pas à la technique. Bien au contraire. Et l'histoire de Christian, qui est ce génie scientifique, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui va apprendre à se laisser dépasser par quelque chose. Au fond, le transhumanisme, c'est une tentative de maîtrise sur tout, sur le monde, sur l'individu, sur ses performances. Alors que j'ai l'impression et l'intuition que la vie, c'est l'apprentissage de quelque chose qui peut nous dépasser. C'est l'apprentissage d'une sorte de mystère, d'âme, de souffle, quelque chose qui nous traverse, qui nous dépasse et qui nous prouve donc qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est ça, cette description, cette découverte que fait Christian au fil du roman, en se rendant compte qu'il ne peut pas tout maîtriser et que ceux qui prétendent tout maîtriser deviennent monstrueux. Et donc, il va, par le contact avec son ami, comprendre qu'il y a un autre essentiel. Et cet essentiel, il va le chercher dans son incarnation, dans son désir profond, on pourrait dire ça. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Alors, est-ce que vous croyez que l'humanité est sauvable? Est-ce que vous croyez que nous n'allons pas vers un inéluctable du transhumanisme, comme certains le prétendent? Par exemple, Luc Ferry dit qu'il y a une difficulté considérable à pouvoir légiférer, à pouvoir empêcher que tout parte par soi-même, ce système quasiment totalitaire. Laurent Alexandre dit aussi la même chose, qu'il est impossible d'empêcher le transhumanisme. Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir encore de l'espérance? Alors déjà, je pense que le transhumanisme, d'une certaine manière, est inéluctable parce que les intérêts économiques sont colossaux et parce que je ne vois pas pourquoi, dans un système libéral et démocratique, on n'aurait pas accès à toutes ces nouvelles technologies qu'on est en train de construire dans les laboratoires. Pour autant, il y a toujours une espérance. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a toujours une espérance et je crois que la priorité, ce n'est pas tellement
d'essayer de résister coûte que coûte au transhumanisme, c'est plutôt de reconnaître sa part d'humanité en soi et d'essayer de rééquilibrer justement ce que le transhumanisme veut nous faire oublier, à savoir ce retour, ce souci de l'incarnation, du présent, du réel, et non de l'immédiateté et de l'accélération des technologies, et puis ce souci de l'autre. Dans un monde individualiste, libéral, est-ce qu'il ne faut pas justement revenir à des choses très simples, revenir au souci de l'autre? C'est toute l'histoire de Christian. Et il va être amené à faire ces rencontres justement dans les rues de Manhattan, en dehors de ses heures de travail au laboratoire. Il va faire des rencontres étonnantes et il va commencer à se poser des questions là-dessus justement. Et il y a cette présence justement des moines dans le Bronx, les franciscains, les fameux franciscains du Bronx, que Christian va rencontrer, qui vont être un choc pour lui. Eh bien, souhaitons que dans notre monde qui va si vite et qui va si loin, loin de l'homme, souhaitons que certains puissent être des témoins de l'importance d'être là et de l'importance d'être humain pleinement et non pas transhumain. En tout cas, je crois que votre roman peut nous aider beaucoup à réfléchir. Merci d'avoir pris ce sujet à cœur et merci de l'avoir traité sous l'angle de la littérature. Je crois aussi que l'art sauvera le monde et que la littérature est essentielle pour parler des grandes questions. Merci donc beaucoup pour ce très beau roman et j'invite tout le monde à le lire. Merci. François Agis.